notre invité du jour, Frédéric Pottier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric Pottier, il a plusieurs casquettes. Il est essayiste, préfet, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, mais ça nous y viendrons un peu plus tard. Et il a une autre casquette, il est béarnais. Alors quel est Frédéric votre rapport au Béarn ? C'est un rapport familial ancien, parce que d'abord, moi, je suis né à Pau, donc je suis palois. J'ai encore des attaches familiales. Mon papa vit à Lens, ma maman à Pau. J'ai un père qui a été président du Pau Noustisport, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les parquets de handball et je reste évidemment très attaché à la région, même si je vis à Paris comme beaucoup de Béarnais. Alors, si nous avons invité aujourd'hui Frédéric Pottier, c'est parce qu'après La matrice de la haine l'an dernier, il vient tout juste de sortir Pierre Mendès France, La foi démocratique aux éditions Bouquin. Et il sera ce vendredi au Parvis, donc le vendredi 5 novembre à 18h au Parvis à Pau, pour présenter son ouvrage. Alors, Frédéric, pourquoi aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, parler de Pierre Mendès France ? Alors Pierre Mendès France, c'est une figure extraordinaire de la gauche française parce que c'est un homme politique des années 50, mais c'est quelqu'un qui, au-delà de son engagement politique, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui a pensé et qui a écrit sur la démocratie, l'économie, les relations internationales pendant presque 50 ans, depuis les années 30 où il est jeune député jusqu'à sa mort en 1982 où il s'effondre sur sa table de travail en train d'écrire une note sur la planification démocratique. Il a une pensée qui a évolué au fur et à mesure de son parcours politique. Oui, c'est quelqu'un qui vient du radical socialisme, donc c'est quelqu'un très attaché à l'esprit des Lumières, de la Révolution française. C'est quelqu'un qui est aussi très attaché à une forme de pragmatisme. Et tout au long de sa carrière, il évolue de plus en plus vers la gauche, vers le socialisme, et ça devient une forme de socialiste atypique dans la transition un peu de Jaurès, de Blum. C'est quelqu'un qui concilie la démocratie et l'action de l'État sur l'économie. Donc c'est pas du tout un révolutionnaire, c'est pas du tout un gauchiste, mais c'est quelqu'un qui essaye de s'occuper des problèmes des gens et c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions. Et en ça, il m'a semblé que c'était une personnalité, une figure très lumineuse à un moment où on cherche beaucoup de repères en politique. Justement, actuellement, il manque de Pierre Mendès France dans le débat politique français ? Je crois que Pierre Mendès France manque terriblement. Où sont les gens qui font confiance à la vérité ? Où sont les gens qui font confiance à la raison ? Je suis très inquiet quand même de ce qu'on voit sur les plateaux télé et à la radio. On a l'impression que ce qui compte, c'est le bad buzz, des guerres d'ego, des petites phrases, des punchlines. Pierre Mendès France, c'est l'exact inverse. C'est dire qu'on fait le pari de l'intelligence collective, on fait le pari de la réflexion avec le citoyen pour trouver ensemble des solutions et pas trouver des solutions toutes prêtes comme ça qui seraient balancées sur les plateaux télé. Cependant, on peut parfois reprocher à Pierre Mendès France d'avoir peut-être manqué le coche, peut-être par manque de pugnacité ou de courage ? Je ne crois pas, je crois qu'il ne manquait pas du tout de courage, je pense qu'il a été très courageux, au contraire, c'est-à-dire qu'il a assumé des convictions très fortes. Et par exemple, il était très contre cette idée d'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et il n'a cessé de combattre cette idée-là, et en 1965, par exemple, il refuse de se présenter à l'élection présidentielle, et c'est François Mitterrand qui se présente pour la première fois à cette élection, et qui va bâtir après toute cette stratégie de conquête du pouvoir autour de cette candidature. Mais Pierre Mendès France, lui, assume un peu cette idée d'éthique de la République, de vérité, et donc il l'a parfois payé un peu au prix cher, c'est-à-dire qu'il a refusé parfois des petits arrangements, notamment avec le Parti communiste, là où François Mitterrand disait peu importe l'accord qu'on signe, l'essentiel c'est la dynamique. Oui, d'un côté l'éthique de la politique et de l'autre côté l'élastique de la politique. C'est ça, c'est un peu la démocratie athénienne de l'autre côté et puis la politique florentine de l'autre avec Pierre Mitterrand, tout à fait. François Mitterrand, et le combat était peut-être un peu inégal entre l'homme, on va dire, des idées et un homme plus ancré peut-être dans l'action. Oui, je crois que les deux hommes d'ailleurs étaient différents, même s'ils ont travaillé ensemble. François Mitterrand a été ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France. Et je crois que ce qui a peut-être manqué à Pierre Mendès France, c'est aussi le fait d'avoir à certains moments peut-être un peu plus de souplesse et puis parfois aussi d'être dans l'esprit de son époque. C'est vrai qu'il refuse frontalement la Ve République et lorsque le tour de François Mitterrand vient, Pierre Mendès France est déjà plus âgé
que le futur président de la République, et donc c'est cette carrière un peu en demi-teinte. Mais, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre, derrière il y a des œuvres, il y a des écrits, et quand on regarde ces écrits, ils sont magnifiques et ils sont encore aujourd'hui une grande source d'inspiration. Oui, vous insistez beaucoup sur le verbe de Pierre Mendès France. C'est une langue qui marque. Oui, et c'est un verbe qui marque toujours aujourd'hui, avec des phrases très très fortes. Quand il dit gouverner, c'est choisir, c'est extrêmement important. Ça veut dire que la politique, c'est pas simplement être dans la démagogie ou de séduire. Gouverner, c'est pas séduire. Gouverner, c'est convaincre, c'est choisir, et c'est aussi renoncer parfois. Et c'est expliquer pourquoi, par exemple, on va mettre des budgets sur telle ou telle question et que pourquoi on va considérer une autre question comme secondaire. Et cette éthique de la démocratie, elle est importante parce que au fond, elle fait de la confiance dans le citoyen, mais surtout, elle n'est pas dans la démagogie, je me répète un peu, mais c'est extrêmement important, puisque chez Pierre Mendès France, il y a cette démocratie généralisée qui est permanente et qui doit irriguer toute la sphère de la société. Une démocratie aussi qui se place dans un temps un peu long. Il y a aussi une pensée qui se place dans la durée. Et justement, on peut se poser la question aujourd'hui, dans cette époque hyper rapide, comme vous le dites très bien, du clash, du tweet, du bashing, comment digérer la pensée de Pierre Mendès France, comment l'assimiler ? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vit dans une époque presque de la dictature de l'urgence. Et Pierre Mendès France nous apprend qu'il y a des questions qui doivent être pensées sur le temps long. Et c'est pour ça que lui-même a beaucoup réfléchi à une question centrale, la planification. Alors il se trouve que François Bayrou est commissaire général au plan. Et bien chez Pierre Mendès France, c'est une question centrale dès les années 50 où il explique que pour moderniser la France, obtenir plus de bien-être social et économique, pour dresser une trajectoire de prospérité, il y a besoin de penser les domaines dans lesquels on doit mettre le paquet et les autres qu'on doit un peu laisser sur le côté. Et donc en cela, c'est vraiment un maître à penser, je trouve, du XXIe siècle. Vous pensez qu'Emmanuel Macron ferait une lecture judicieuse de Pierre Mendès France qui pourrait lui trouver peut-être une inspiration ? Alors, chez Emmanuel Macron, il y a cette volonté de moderniser qui est finalement très mendésiste, mais il y a une pratique du pouvoir qui ne l'est pas du tout. Je pense que Pierre Mendès France aurait détesté qu'on l'appelle Jupiter, par exemple. Et Pierre Mendès France disait lui-même qu'il ne croyait pas au terme mendésiste, parce qu'il considérait qu'il ne fallait pas se retrouver dans un homme, mais qu'il fallait se retrouver dans des idées. Et il disait aussi que se reconnaître dans un homme ou dans un isme, c'était finalement une forme de paresse intellectuelle et une façon d'abdiquer de sa propre responsabilité. Donc lui, il disait aux jeunes gens qui se disaient mendésistes, il leur disait non, mais vous ne devez pas être mendésiste. Vous devez réfléchir à ce que vous pensez, à ce que nous croyons, et vous devez vous engager dans un parti ou dans un mouvement, mais pas simplement derrière un homme, dans une forme de fidélité un peu aveugle. Puisqu'on parle des ismes, on revient sur aussi le cœur de votre engagement à vous, et au cœur aussi de l'engagement de Pierre Mendès France, c'est la lutte contre l'extrémisme, contre l'extrême droite, contre l'antisémitisme, qui était vraiment un des marqueurs mendésistes. Oui, alors Pierre Mendès France, ça a été un des hommes les plus haïs de France. Il a été haï d'abord dans les années 30, c'était un bouc émissaire de l'extrême droite, des journaux d'extrême droite. Pour le régime de Vichy, c'était aussi l'homme à abattre, la cible idéale, parce que juif, parce que de gauche, parce que spécialiste des finances publiques, parce que franc-maçon. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1941, il y a une grande exposition qui se tient sur les juifs en France, eh bien, celui qui est censé incarner le juif, c'est Pierre Mendès France. Et donc, il a été poursuivi toute sa vie par cette haine de l'extrême droite, par cette haine qui vient de l'antisémitisme, mais il a aussi été poursuivi pour ses positions très courageuses sur la décolonisation. Lorsqu'il dit il faut faire la paix en Indochine, lorsqu'il dit il faut accorder l'autonomie interne en Tunisie, il se heurte de plein fouet au lobby colonial qui est bien installé et qui va chercher à le faire battre élection après élection. Il était aussi haï par l'Action française, et ça fait une transition un peu raccrochée ça marche. Votre autre actualité, qui est le dossier Zemmour, idéologie, image et électorat. Bon, Éric Zemmour est soutenu par l'Action française, autant que l'Action française a haï Pierre Mendès France. Donc, cet opuscule, enfin, ces 40 pages qu'il faut lire, je pense, aujourd'hui, face à un phénomène médiatique qui est en train de devenir un phénomène politique. La Fondation Mendès France a mis en ligne l'ouvrage avec des analyses très particulières. Alors, dans un premier temps, rappelons ce qu'est
la Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès, pardon. Alors, la Fondation Jean Jaurès, c'est un think tank, un cercle de réflexion qui a pour but de contribuer à la vie intellectuelle et politique française. Et donc on trouve dans cette fondation des gens qui sont plutôt de gauche, du centre-gauche, qui sont reconnus pour leur expertise, qui travaillent à cette fondation de manière bénévole et qui cherchent à analyser, proposer, décrypter. Et donc ce petit opuscule, ce petit dossier que nous avons rédigé à 5-6 personnes, je n'ai pas compté exactement le nombre de signataires, a eu pour but de décrypter ce qu'était le phénomène Zemmour ou ce qu'était la poussée Zemmour au-delà du côté, il y a quelqu'un qui émerge et dont on entend parler à la télé. Je pense que le phénomène est beaucoup plus profond que ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un ouvrage qui se lit très simplement. C'est vraiment très grand public, mais ça fait le lien entre la pensée d'universitaires, de chercheurs et le grand public. C'est vraiment la volonté de la Fondation Jean Jaurès. À la Fondation, il y a des praticiens comme moi qui ont eu une vie de haut fonctionnaire et qui travaillent dans un certain nombre d'organisations. Et puis il y a aussi des chercheurs en sciences politiques, des sociologues. Et donc c'est une fondation qui est dirigée par Gilles Finkelstein. Et donc notre travail collectif, c'est ça, c'est faire se croiser finalement des regards d'universitaires et des ressentis de gens qui sont vraiment sur le terrain. Parce que moi, je crois que les praticiens ont beaucoup à apprendre des recherches universitaires. Et à l'inverse, il ne faut pas que les chercheurs soient dans leur tour d'ivoire. Donc c'est un peu ce fruit que vous avez sous les yeux à travers ce dossier. Alors l'ensemble de l'ouvrage est coordonné justement par Gilles Finkelstein. Vous avez travaillé sur la question de quoi Zemmour est-il le nom, une forme pathologique de dépolitisation. Résumé en quelques mots. En quelques mots. Alors au-delà du côté phénomène de foire ou percée médiatique ou sondagière, ce qui est intéressant chez Éric Zemmour, c'est voir qu'au fond, il a trois intellectuels qui bâtissent et qui structurent sa pensée en permanence. Le premier de ces intellectuels, c'est Édouard Drummond, qui était un polémiste du XIXe siècle, qui avait une plume très violente, très abrasive, qui avait écrit un best-seller, La France juive, dans laquelle il dénonçait des boucs émissaires, des gens qu'il fallait chasser hors de France. Et donc on voit bien dans le ton qui est utilisé par Éric Zemmour, cette filiation directe avec Édouard Drummond. Et d'ailleurs, il y a un très bon historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui, à propos de ce lien entre ces deux figures, a écrit un livre qui s'appelle « Le venin dans la plume ». Et c'est vraiment ça, Drummond, le venin dans la plume de Zemmour. La deuxième figure, c'est Bainville, qui était... Et Maurras en creux, on va dire. Et Maurras et Bainville-Maurras, c'est les deuxième et troisième personnalités que je voulais citer. Maurras était une personnalité de l'Action française. Hein. Vous avez mentionné ce magazine, ce quotidien français, profondément d'extrême droite, profondément raciste, profondément antisémite, avec cette idée qu'au fond, la France serait... une France mythifiée, inscrite dans un passé complètement rêvé, qui serait complètement lié à la religion catholique, à la race blanche. Et donc Maurras rejette, et même il appelle au meurtre, il appelle au meurtre de Blum, il appelle à rejeter les protestants, les francs-maçons, les juifs. Et on a vraiment une dialectique chez ces trois personnages du nous et du eux. Et chez Zemmour, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire il y a la France, et de l'autre côté, ses ennemis dont il faudrait se méfier ou qu'il faudrait chasser. Est-ce que vous pensez qu'en France, en 2021, on a le risque d'avoir un février 1934 avec l'agitation créée par Zemmour? Alors, 6 février 1934, il faut le dire pour nos téléspectateurs, c'est l'invasion et l'envahissement du Palais Bourbon, de l'Assemblée nationale en gros, c'est le Capitole, des émeutes, le Capitole le Capitole version française. C'est ça, c'est une tentative de mettre la pression sur les parlementaires pour renverser un gouvernement, et c'est ce qui arrive le 6 février 1934. D'ailleurs, le gouvernement démissionne quelques semaines après. Je ne sais pas, moi, si Zemmour ait la capacité de renverser le Parlement. Je ne crois pas qu'il ait suffisamment de structures organisées, au terme d'organisation de masse, pour monter une manifestation et comme ça renverser le pouvoir. Par contre, là où il est extrêmement dangereux, c'est qu'il utilise tous les codes actuels de la communication politique pour aller capter un certain nombre d'électorats, et son électorat... son électorat premier, c'est un électorat qui était le plus fidèle au Front National. Et c'est vraiment l'extrême droite de l'extrême droite. C'est le dégagisme du dégagisme, c'est-à-dire qu'il utilise les faiblesses de Marine Le Pen pour porter un discours encore plus dur, encore plus radical, pour se porter comme candidat incarnant cette famille de pensée. Alors que vous défendez un discours d'universalité, de mise en commun de la vie, on sent vraiment dans le discours de Zemmour peut-être cette volonté de fragmenter, d'archipéliser, puisque le mot est à la mode.
Oui, chez Zemmour, il y a cette volonté de cliver à tout prix, et d'ailleurs il l'assume avec un discours violent, avec un discours démagogique, et il n'est pas dans la recherche du consensus, et il n'est pas dans la recherche finalement d'un débat démocratique et politique, et c'est pour ça que dans le petit papier que nous avons écrit avec un de mes collègues, il y a cette idée qu'au fond, Zemmour ne fait pas confiance aux institutions de la République, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des groupes sociaux, alors il y a les étrangers, il y a les personnes LGBT, etc., et qui se résument à ça. Et il ne fait pas du tout confiance dans les institutions de la République que sont l'école, que sont la vie associative, que sont par exemple les médias, la vie culturelle, pour permettre à ces personnes aussi de s'émanciper et de pouvoir exercer leurs propres responsabilités sans forcément être renvoyés à leurs propres origines. Le problème, c'est qu'on a aussi ce type de conception à gauche. Oui, bien sûr, il y a une certaine gauche qui se dit antiraciste, décoloniale, qui renvoie les personnes et les citoyens finalement à ce qui est vu comme leur ressenti ou leur ressenti victimaire, leur propre discrimination. Moi, je crois que, et là c'est vraiment le citoyen qui parle, on est beaucoup plus que ses origines, on est beaucoup plus que la religion de ses parents, on est beaucoup plus que son propre prénom. Et moi, je plaide pour une identité, qui est multiple, parce que on est tous des millefeuilles identitaires, et je crois que notre identité, elle est devant nous. Notre identité, c'est ce qu'on bâtit ensemble. L'identité, c'est pas simplement ce qu'a été la France des années 30 ou des années 1900. La conclusion de votre petit essai à vous, c'est Éric Zemmour ne veut plus que les Français aient honte de leur passé. S'il arrive à ses fins, il leur donnera motif à rougir de leur avenir. C'est une phrase forte. C'est une phrase très forte, mais je la signe complètement, puisque la politique façon Zemmour, c'est pas la démocratie, c'est la guerre civile. Oui, c'est vraiment complètement ça, c'est de dire, eh bien, moi, je n'ai peur de rien, et je n'ai pas peur de faire le ménage. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs, avec fusil à la main, parfois. Oui, en visant les journalistes. En visant les journalistes, ce qui est une conception du débat démocratique quand même assez particulière. Et donc, non, je crois que ce que dit Éric Zemmour, il faut le prendre au pied de la lettre, et c'est extrêmement dangereux. À la Fondation Jean Jaurès, vous travaillez certes sur la durée, sur l'approfondissement des choses, mais vous avez aussi le sens de la punchline. Quand vous écrivez notamment l'objectif de Zemmour est ailleurs, c'est glorifier les persécutions d'hier pour justifier celles de demain. C'est de la punchline, ça aussi. Punchline, mais parce que c'est presque un tweet. C'est presque un tweet, c'est presque un peu trop long d'ailleurs pour un tweet, mais non, nous on essaye de défendre violemment des idées modérées. On essaye aussi de ne pas abdiquer de cette grande tradition française, qui est une tradition universaliste, la tradition de la laïcité, la tradition d'une république fraternelle. Et moi, j'y suis particulièrement attaché, et je pense qu'il ne faut pas abdiquer de tout ça. Moi, je pense qu'Éric Zemmour trahit cette grande tradition universaliste des Lumières françaises, et je pense qu'il trahit vraiment ce qui a fait la grandeur de notre pays. La laïcité est habituée quand même au hold-up, puisqu'on a eu le hold-up sur la laïcité de Marine Le Pen, par exemple. Oui, et la laïcité façon Marine Le Pen, c'est très rigolo, parce que son père, Jean-Marie, a toujours combattu cette tradition laïque. L'extrême droite, en général, a toujours combattu la laïcité. Et là, il y a une vision de la laïcité qui est vraiment presque totalitaire, puisqu'on dit finalement aux Français, vous n'avez plus le droit de porter de signes religieux dans la rue. C'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est de dire qu'on a d'une part la vie privée, la vie intime où on peut croire ou ne pas croire, et de l'autre côté, on a une vie publique qui est complètement séparée des religions. Et donc là, on a finalement une instrumentalisation de la laïcité qui est dangereuse et qu'il faut dénoncer, c'est ce que nous faisons. À la limite, si vous revenez en Béarn autour du 9 décembre, on pourra refaire une émission sur la laïcité. Ce sera avec grand plaisir. Une dernière question sur Zemmour, parce qu'il y a un mot que vous employez qui peut faire peur quand vous parlez de progression inarrêtable d'Éric Zemmour. Vraiment inarrêtable, à votre avis ? Non, je ne crois pas qu'elle soit complètement inarrêtable. Il faut avoir un peu d'optimisme quand même pour conclure cet échange. Simplement, ce qui a surpris, c'est la progression et la vitesse de cette progression entre le mois de juin, où les premiers sondages le donnaient à 5-6%, et le mois de septembre, où là, dans notre étude, on est à 16%. Donc il y a eu une progression très forte, qui se fait d'ailleurs aux dépens du Front National, mais d'autres candidats, candidats un peu anti-système, un peu inclassables. Je pense à Asselineau, je pense à Cheminade, je pense à Jean Lassalle, qui est d'ici évidemment. Et donc c'est cette conjonction, cette agglomération de forces anti-système qui viennent d'horizons très différents que Zemmour arrive à coaliser. Et donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Moi je crois qu'il n'y a aucune fatalité en démocratie. Rien n'est joué. L'élection, c'est dans 170 jours, je crois. Et donc chaque voix va compter, chaque jour va compter, mais c'est à chaque citoyen de se positionner. Et nous, on a voulu permettre à chacun d'accéder à tout ça. Et donc,
il y a l'ouvrage de la Fondation Jean Jaurès, mais il y a aussi, face à la fièvre Zemmour, peut-être un vaccin ou une médecine. C'est Pierre Mendès France, La foi démocratique, qui vient de sortir aux éditions Bouquin. Ce vendredi, vous êtes au Parvis à Pau à 18h. Merci beaucoup Frédéric Potier. Merci beaucoup. Et à très vite en Béarn. Je l'espère.